Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, mon nom est Nicole Levac. Je fais partie de l'équipe de Substance, connue auparavant comme Jeunesse sans drogue. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. L'atelier va porter sur la crise des surdoses qui s'inscrit dans le cadre de notre série Parlons drogue. On va explorer l'univers complexe de la consommation de substances en mettant l'accent sur les opioïdes. L'atelier est d'environ 45 minutes, maximum 50. On veut vous apporter des éléments qui peuvent surtout susceptibles de vous aider à amorcer des conversations avec vos jeunes sur la consommation. Ce n'est pas une thèse de science ou quoi que ce soit, c'est vraiment de vous apporter des choses qui sont importantes dans un contexte de consommation pour les jeunes. La crise des surdoses, malheureusement, fait encore partie du paysage. On voit la manchette dans la une des journaux à différents temps de l'année et différentes parties du pays. Mais ce qui a changé au fil des dernières années, c'est les nombres de nouveaux joueurs dans ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les surdoses sont, oui, aux opioïdes, mais il y a d'autres substances qui rentrent en ligne de compte, comme le fentanyl, le carfentanyl, l'héroïne, etc. Donc, on avait originalement appelé la présentation la crise des surdoses opioïdes. On a changé ça pour la crise des surdoses parce qu'il y a d'autres enjeux en ligne de compte. C'est important de comprendre aussi que les différentes substances que je viens de nommer vont interagir avec les opioïdes. Donc, les conséquences sont de plus en plus désastreuses. L'offre de drogue illicite au Canada a beaucoup changé depuis les dernières années. Et excusez-moi, je pense que je vais ralentir mon rythme. Je pense que je suis partie pour une course, là. Y compris des médicaments, des produits sur ordonnance et des substances illicites. Donc, dans les drogues de rue, on trouve de plus en plus d'autres substances qui sont mélangées avec les opioïdes, comme le fentanyl, et qui sont extrêmement dangereux. Maintenant, parlons un peu de substances en soi. Substance est un organisme à but non lucratif dont la vision est de s'assurer que tous les jeunes puissent vivre leur vie à l'abri de la consommation problématique de substances et de la dépendance. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Je vais essayer de vous donner un portrait le plus simple possible. Premièrement, soyez que nous, notre conversation n'est pas de dire que tous les jeunes ne devraient jamais consommer, que c'est affreux de consommer. C'est sûr que c'est l'idéal, c'est un idéal, et ce qu'on veut surtout, c'est de protéger les jeunes des effets, des risques que peut entamer la consommation à l'âge précoce qu'ils vont commencer à consommer. On sait que les premières expérimentations de consommation chez les jeunes au pays, en moyenne pour l'alcool, c'est 13 ans. En moyenne pour le cannabis, c'est 14 ans. Donc, et on sait que la plupart des gens, 90% des gens qui arrivent à l'âge adulte puis qui développent un problème de dépendance ont déjà commencé à consommer dès l'adolescence. De là, l'importance de parler de prévention. Prévention, comme je vais vous expliquer tout le long, ne veut pas dire ne pas consommer, mais de prévenir les risques et les méfaits qui peuvent survenir chez les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes, finalement, ont un cerveau qui n'est pas en développement. Le cerveau humain est complètement développé à l'âge de 25 ans. Donc, les risques sont plus importants. On espère que les jeunes vont choisir de ne pas consommer avant l'âge adulte, mais dans un monde idéal, ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? C'est qu'on peut souhaiter que les jeunes de différer les premières consommations, d'éviter les expérimentations et surtout de s'assurer que les jeunes soient bien au courant des risques et de prendre des mesures de protection. Alors, avant d'aborder on va aborder la situation actuelle des opioïdes au Canada. Je voudrais vous présenter les 3 substances qu'on va parler brièvement aujourd'hui pour faire la différence. Donc, on va parler des opioïdes, qui sont des médicaments, bref, pour soulager la douleur. On peut aussi provoquer de l'euphorie, c'est-à-dire que quand tu prends un opioïde, tu vas avoir un high. Hein, ça amène à un usage abusif parce que c'est un high qui est tellement bon que les jeunes veulent, ou les adultes veulent le reprendre. Excusez-moi. Ça se consomme sous plusieurs formes, hein, sous des pilules, des injections, inhalations, des teintes transdermiques.
Le risque élevé, très élevé de dépendance, parce que, comme je dis, le high est tellement bon que les jeunes veulent ou les personnes adultes veulent le réessayer rapidement. Et de dépendance et d'effets graves si c'est mal utilisé. Et les opioïdes sont également disponibles sur le marché noir et c'est là qu'est le bas blesse surtout. Les stimulants. Qu'est-ce que c'est les stimulants? C'est une catégorie assez large de substances qui augmentent l'activité du système nerveux central. Donc, les effets, c'est plus d'énergie, plus d'attention et plus de vigilance. Imaginez, vous êtes un jeune, vous approchez de la fin de l'année scolaire. Pensez-y. Alors, les sont aussi monter la pression, par exemple, le rythme cardiaque et la respiration. Les exemples courants, c'est de la caféine. J'en ai pris 2 matins, j'ai arrêté. La nicotine. Les médicaments, le Ritalin, l'Adderall, le Dexedrine. Et illicite, c'est la coke et les différents méthamphétamines. Finalement, il y a les sédatifs. Excusez-moi. Donc, les sédatifs ralentissent les fonctions de l'organisme. Ils peuvent être utilisés pour atténuer les symptômes d'anxiété, les barbituriques, aider une personne à s'endormir ou la maintenir inconsciente pendant une intervention chirurgicale. Et donc, en fait, ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que les différentes substances qu'on parle ne sont pas des substances qui sont mauvaises, c'est des substances qui ne sont pas utilisées à bon escient dans certains cas. Maintenant, regardons, on va surtout, comme je l'ai dit, parler des opioïdes, mais on va parler aussi de plein de sujets qui touchent l'ensemble de la consommation pour vous aider à parler avec vos jeunes. Alors, maintenant, pourquoi vous pensez que les jeunes consomment des substances? J'aimerais savoir votre opinion. J'ai oublié de vous dire que tout le long de tout le long de la réunion, de la rencontre, de l'atelier, on va vous poser des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre dans le clavardage. Ces questions-là, c'est pas pour savoir si vous êtes un génie, je suis certaine que oui, mais c'est surtout pour voir quelles sont vos idées préconçues, quelles sont vos connaissances, puis ça va nous aider aussi dans les prochains webinaires. Alors, qu'est-ce qui peut inciter un jeune à consommer? La curiosité, évidemment. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va faire? Le jeune qui veut avoir du plaisir. On s'en va dans une fête, on est un peu gêné, on veut avoir du plaisir. Les facteurs sociaux, les amis, la famille, surtout les amis, la pression des pairs, n'est-ce pas? Sur ordonnance médicale, lorsqu'on parle d'opioïdes. La disponibilité, c'est facile à trouver sur le marché. Derrière dans l'armoire pharmacie des parents, on en parlera tantôt, ou sur le marché noir. Percevoir moins de risques. Les jeunes se disent surtout que les drogues légales, donc ceux qu'on va trouver dans l'armoire pharmacie, exemple, sont moins dangereuses que celles illégales, ce qui est faux. L'automédication, ça veut dire trouver un moyen de s'adapter en consommant. Maintenant, il y a ce qu'il faut regarder aussi, ce que je dis souvent, avant de continuer, c'est que les raisons pourquoi un jeune ou un adulte va commencer à consommer, vous allez voir qu'au fil du temps, vont se transformer en d'autres raisons pourquoi ils continuent de consommer. Ça ne veut pas dire que ça va être les mêmes raisons. Et de la même manière que les raisons pour lesquelles une personne, jeune ou adulte, a commencé à consommer, ne sont pas les mêmes pour lesquelles il va arrêter de consommer. Et de la même manière, c'est pour ça que je vous parle de tout ça, c'est que les jeunes vont vouloir consommer pour avoir du plaisir. D'autres adolescents vont choisir de ne pas consommer pour des raisons qui suivent. Donc, la peur des conséquences. Certains sont plus peut-être alertes ou avisés à ce qui peut se passer. Les expériences négatives, ils ont entendu parler que l'oncle du mononcle a vécu telle chose. Le jugement des autres. Tu sais, on va parler de stigmatisation, on en parle assez régulièrement dans nos ateliers, mais le jugement des autres, c'est quelque chose ça peut être le jugement de certains membres de la famille, de gens, des familles de leurs amis ou des choses comme ça. Donc, ils ne veulent pas être mal jugés. C'est un bon gars, c'est une bonne fille. Leurs valeurs personnelles, dans la famille, dans les gens qui l'entourent, ils se sont fait dire des choses, puis eux autres, ils ont acheté ça, puis ça fait leur affaire. C'est pas forcé, c'est des valeurs qu'ils ont intégrées en dedans d'eux autres. Et par manque d'intérêt, ça leur dit rien. C'est assez surprenant, mais c'est complètement des fois différent de ce qu'on voit chez ceux qui veulent consommer. Maintenant, comment fonctionnent les opioïdes? Donnez-moi 2 secondes. Excusez. Mon ordinateur ne va pas me suivre.
Alors, les opioïdes, c'est une classe de substances qui est utilisée dans le cadre d'un traitement médical contre la douleur. Ils peuvent également servir à soulager une toux modérée à grave ainsi qu'une diarrhée sévère. Ça, c'est des choses les plus courantes. Les opioïdes, ça libère la dopamine. On en parle souvent, nous autres, de la dopamine dans le cerveau, provoquant des sensations de plaisir. C'est la substance qu'on recherche. Les opioïdes, comme ils ralentissent aussi, les opioïdes ralentissent la respiration. Donc, certaines personnes peuvent aussi les utiliser pour tenter de se détendre, pour dormir plus facilement, ce qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Et comment ils fonctionnent? En fait, là, il y a les récepteurs du cerveau qui attirent les opioïdes, puis la moelle épinière et les intestins. Les effets secondaires, c'est la somnolence, les maux de tête, une constipation, des nausées, de la confusion. Aussi, la consommation d'opioïdes, messieurs, peut causer l'impuissance sexuelle chez l'homme et des règles irrégulières chez la femme. Ça, c'est certains des effets. Est-ce qu'on a la petite histoire des opioïdes au Canada? Il y a une certaine chronologie. Donc, entre 1800 et 1850, on découvre que la morphine, qui est extraite de l'opium, et se présente sous forme injectable. Par la suite, dès les années de 1850 à 1900, il y a un opioïde plus puissant qui a été mis au point dans les années 1870, qui reproduit dans les années 1990 par la société Bayer et qui est commercialisé, imaginez donc, sous le nom de héroïne. Par la suite, de 1900 à 1950, les opioïdes sont associés à l'insuffisance respiratoire, la dépendance et des décès. Ils sont en grande partie interdits, sauf à des fins médicales sur ordonnance. On va voir que ça bouge. Vous allez voir. Et de 1950 à 1990, l'oxycodone et le fentanyl sont mis au point commercialisés comme des produits plus sécuritaires pour le traitement de la douleur. Là, on parle bien de 1950 à 1990. On ne parle pas d'il y a 100 ans. Vous allez voir ce qui va se passer. De 1990 à 2010, Purdue Pharma commercialise l'oxycodone sous le nom de l'oxycotin et induit ses clients en erreur quant aux effets et aux risques liés à ce produit. On a tous vu qu'après ça, la compagnie Purdue s'est fait poursuivre, a retiré du marché l'oxycotin. Le fentanyl, en 2010 à maintenant, le fentanyl fait son apparition sur le marché illicite. Le nombre de surdoses augmente drastiquement. Ça, c'est la petite histoire là, des opioïdes. Je vais vous poser une question que va répondre notre prochaine diapo avec une vidéo de 2 minutes qui est produite par Savoir Média. Ce sont des diapos, des vidéos sur les substances, mais approchées d'une façon très ludique. Moi, je dis c'est l'outil parfait à écouter avec vos jeunes pour amorcer des conversations. Donc, on vous dit, est-ce que vous prendriez les mêmes substances, la même drogue, que celle qui assomme un éléphant? On va vous dire la réponse dans 2 secondes. Quand on parle de substances, on pense à des produits qu'on se procure de façon légale ou pas, ou qu'on prend de façon récréative ou pas. On parle de trucs destinés à la consommation humaine, comme le cannabis, l'AMDMA ou la crème de menthe. Mais si on vous disait que la substance que vous vous apprêtez à prendre est conçue pour tranquilliser un éléphant, feriez-vous le choix de la consommer quand même? Hallucinant! 2 minutes pour tout savoir sur les substances. Prendriez-vous le même sédatif qu'un éléphant? Le carfentanyl fait partie des puissants sédatifs retrouvés sur le marché noir. C'est un opioïde de synthèse qui était utilisé, à la base, comme tranquillisant pour les gros animaux. Il est 100 fois plus fort que le fentanyl et 10 000 fois plus fort que la morphine. On s'entend que ça t'assomme un morse plus vite qu'une coupe de crème de menthe. Puisqu'il est si puissant, il est beaucoup plus facile à trafiquer car une petite quantité suffit pour créer d'innombrables doses. En effet, 20 microgrammes de carfentanyl pur peuvent tuer une personne en santé. Pour donner une idée, 1 microgramme, c'est plus petit qu'un grain de sel. Parce qu'elle se dissout dans les graisses, cette substance se diffuse très rapidement dans l'organisme, puisque la membrane de nos cellules est,
comme un morceau sur le party, constitué de gras. Elle provoque ainsi une détresse respiratoire qui peut être fatale en cas de surdose. Le carfentanyl est souvent utilisé par les trafiquants pour couper d'autres sédatifs médicaux acquis illégalement afin de maximiser leurs profits. Sous ordonnance médicale, un sédatif peut être sécuritaire, mais hors de ce contexte, ça peut être extrêmement dangereux. Bref, à moins d'être un éléphant bien stressé, les sédatifs du marché noir, on est mieux de les éviter. Vous allez trouver sur sur notre site web, à la page, une page des ressources pour les parents, vous allez trouver toutes les autres vidéos, le lien au YouTube ou les autres vidéos produites par Savoir Média. On va vous poser une petite question. Tiens, on commence. On vous invite à répondre dans le clavardage. On ne vous juge pas, là, on veut juste voir ce que vous pensez. En 2021, le gouvernement du Canada estime que 5 10 20 ou 25 des Canadiens souffrent de douleurs chroniques. On va vous donner le temps de nous répondre dans le clavardage pour voir vos réponses avant de vous donner la réponse. On n'a pas encore de réponse. 20 10 10 Le 10 est à la mode. Alors, c'est 20 la réponse. Alors, la réponse est 20 Donc, de 20 des Canadiens qui souffrent, en 2021, qui ont déclaré souffrir de douleurs chroniques. La consommation d'opioïdes au Canada, 20 des Canadiens, donc, comme on dit, 7,6 millions de personnes souffrent de douleurs chroniques. Le délai d'attente, il y a eu un groupe de travail en passant qui a été préparé par les Canadiens sur la douleur du gouvernement du Canada, puis les données qu'on vous donne relèvent de ça. Donc, il y a le délai d'attente moyen pour un traitement de la douleur est de 6 mois. Un établissement de soins sur 5 fait état d'une liste d'attente de plus d'1 an. En 2020, une personne sur 8 s'est vue prescrire des opioïdes. 1 sur 8. Douleur chronique, après une chirurgie éventuellement, c'est sûr, accident de la route et diverses complications de santé. Ça veut dire que tu as une personne sur 8, je vais juste ouvrir un petit peu qui est susceptible de peut-être aimer ça finalement. Tu sais. Il faut en prendre. Moi, j'en ai pris des opioïdes. Je ne voudrais pas dire ça fort. Je me suis fait opérer 2 genoux. J'ai 2 genoux bioniques. Mais je n'ai pas aimé l'effet. Tu sais, j'ai eu peur, j'ai angoissé. J'ai pris le minimum. Mais ça aurait pu être complètement une autre histoire. Fait que c'est des choses, et c'est de là qu'on va parler tantôt de faire attention à ce qu'on garde à la maison, dans notre armoire à pharmacie. Tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est toujours dans un contexte de protéger les jeunes. C'est pas que vous dites, nous autres, on sait tout sur les substances. On a des connaissances. Moi, je ne suis pas une fille de science, je suis une fille de com. Ça ne paraissait pas tantôt. Je vais vous avouer que mon petit ordinateur portable a gelé alors que j'essaie de suivre ce que je voulais vous dire. Fait que vous m'excuserez pour le début un peu chaotique. On va essayer de se reprendre. Alors, on va regarder ça maintenant. On va regarder les opioïdes. Quelles sortes d'opioïdes y a-t-il? Premièrement, il y a ceux qui sont d'origine naturelle, OK? Ils sont obtenus à partir des gousses non mûres du pavot, l'opium. Par exemple, la morphine, la codéine. Puis il y a les endorphines qui sont produites par notre corps humain, qui sont également des opioïdes d'origine naturelle. Puis les seconds sont ce qu'on appelle semi-synthétiques. Ils sont obtenus en modifiant la structure chimique d'un opioïde naturel. Des exemples qu'on peut citer, c'est l'héroïne, l'oxycodone, l'hydrocodone, la buprémorphine, l'hydromorphone. Finalement, il y a les opioïdes synthétiques. Donc, c'est des substances chimiques qui sont fabriquées totalement en laboratoire. On peut citer le fentanyl, le carfentanyl, la mépéridine et la méthadone. On va vous poser une autre petite question. On va voir là encore. Est-ce qu'il est légal de partager un opioïde avec une personne qui souffre d'un problème de santé identique ou similaire au vôtre? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On va attendre votre réponse. C'est faux. OK. Faux. 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 Évidemment, c'est faux.
Même si on sait que des fois, il y a des gens qui se partagent, malheureusement. Alors, on va vous essayer de parler après d'utilisation sécuritaire de consommation sécuritaire des opioïdes. Ça peut aider plusieurs problèmes de santé. Il ne faut pas nous dire, ah, c'est tout mauvais, on en a besoin, ça fait partie des choses. Mais il y a une façon de se protéger soi-même, les autres, puis la collectivité. Protégez-vous. Utilisez uniquement comme prescrit. Vous allez voir souvent, même moi, j'ai vécu ça, le pharmacien nous appelait après 2 semaines de chirurgie. Est-ce qu'il vous en reste encore? Oui. Voulez-vous qu'on les reprenne? Moi, j'avais trouvé ça génial. Tu sais, je leur ai dit, j'en ai plus besoin. Ils ont repris immédiatement. À utiliser dans un endroit sécuritaire avec des personnes de confiance. Ça veut dire que si vous consommez un opioïde de façon récréative, je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est exactement ça, ne jamais consommer seul. Puis éviter de mélanger avec de l'alcool et d'autres médicaments et drogues parce que vraiment, les effets sont très nocifs. Protégez les autres. Ne partagez pas vos opioïdes avec d'autres personnes, même si ça semble prescrit dans leur tête à eux autres surtout. Les garder dans un endroit sécuritaire. On dit toujours sous clé, à la portée des enfants et des animaux. Hors de portée, pas à la portée. Ensuite, protéger votre collectivité. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Justement, les garder dans un endroit sécuritaire, éviter le vol. Les jeunes, il y a une soirée chez vous, je ne veux pas dire que ça va arriver, là. Puis il y a un jeune qui est plus vite que les autres, il ouvre la pharmacie, puis voyons, 2 dilodil qui restent. Donc, on ne laisse pas ça à la vue de personne. Puis de rapporter les médicaments utilisés à la pharmacie. Votre pharmacie de quartier, maintenant, toutes les pharmacies, exception près peut-être, acceptent les médicaments qui sont inutilisés ou périmés. Donc, ça, c'est des choses très importantes. On continue. Pourquoi les opioïdes présentent-ils un tel risque? Bon, comme beaucoup d'autres substances, les opioïdes produisent de l'endorphine et de la dopamine. On le dit, la dopamine, c'est la substance qui crée des sensations de plaisir, de motivation. Tu te trouves calme, tu te trouves zen, tu te trouves relax, puis en même temps, tu es high, tu sais, c'est ça que ça fait la dopamine. L'usage répété entraîne une tolérance. Donc, plus tu n'as, plus tu en veux. Donc, ça incite les gens à vouloir en consommer davantage pour ressentir les mêmes effets parce qu'il t'en faut plus. Puis 10% des gens, tantôt je n'ai parlé un petit peu, je vous ai dit ça en chiffres, là, grosso modo, vont développer une dépendance. Tantôt, on a dit que 1 sur 8 consommait des opioïdes. Fait que pensez que 10% des Canadiens peuvent développer une dépendance. Au niveau physique, là, on va vous parler des risques qui ne sont pas nécessairement physiques, là, qui sont aussi mentaux, psychologiques et comportementaux. Maintenant, parlons des risques physiques. L'insuffisance respiratoire. Les récepteurs qui sont responsables des opioïdes sont responsables du processus involontaire de la respiration. Donc, ce n'est pas vos poumons qui se disent, bon, je commence à pomper, là, ou mon cœur. Non, non, non. C'est les récepteurs des opioïdes qui c'est-à-dire que c'est le cerveau. Donc, les récepteurs des opioïdes sont responsables du processus involontaire de respiration. L'utilisation d'opioïdes peut amener le cerveau à oublier comment respirer, ce qui peut entraîner une faiblesse, des évanouissements. Et si une personne cesse de respirer pendant 3 à 5 minutes, elle court un risque important de lésion cérébrale et de décès. Donc, de là, pourquoi c'est si nocif, si dangereux les opioïdes, pourquoi on en parle autant. Maintenant, on continue. J'ai mon ami qui m'aide de côté. Merci, hein, Steve. Le surdosage d'opioïdes et le cerveau. Une diminution de l'apport en oxygène au cerveau lors d'une surdose peut avoir des effets durables sur le cerveau. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu, été témoin de quelque chose comme ça. On va en parler un petit peu plus tard tantôt. Les survivants peuvent présenter des faiblesses des membres, des pertes de contrôle moteur, problèmes d'équilibre, de coordination, problèmes de vision, d'élocution, perte de mémoire, changement dans les schémas de pensée et de personnalité. Donc, la personne là, va avoir une surdose opioïde. La chanceuse, il y avait quelqu'un avec une trousse de naloxone. Ils l'ont réanimé 2 fois, 3 fois, ils l'ont ramené.
Et là, l'ambulance est arrivée, ils ont sauvé la personne. Ah, ben, c'est parfait, je suis correct. Mais c'est pas tous les survivants qui s'en sortent très bien. Et ce sont certains des choses qui peuvent arriver et qui souvent arrivent malheureusement. Et encore plus chez les jeunes à cause que le cerveau n'est pas tout à fait développé. Moi, je parle comme ça, je me dis, on dit, mais elle veut nous faire peur. Non, 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 on veut vous donner des pistes pour amorcer vos conversations. Ça, c'est la réalité, malheureusement. C'est pas la réalité qu'on aime, mais c'est la réalité. Alors, on continue. Les surdoses opioïdes entraînent une lésion cérébrale concomitante qui sont plus susceptibles d'entraîner des séjours hospitaliers qui sont beaucoup plus longs, jusqu'à 3 fois plus longs que d'autres, que s'il y a d'autres lésions qui sont causées par d'autres phénomènes, des lésions naturelles. Les séjours en unité de soins intensifs, les décès à l'hôpital. 4 des surdoses opioïdes entraînent des lésions cérébrales, puis 20 écoutez ça, 20 des personnes atteintes d'une lésion cérébrale vont développer un trouble lié à l'usage de substances. Donc, 20 des personnes qui ont eu une lésion cérébrale vont atteindre un trouble lié à l'usage de substances. Ça veut dire qu'il va devenir dépendant. Normalement, on se dirait, mais il devrait avoir peur, il va arrêter de consommer, il a fait une surdose, deux surdoses. Non, c'est pas ça, c'est pas de sa faute. Veut pas, il ne peut même plus s'en empêcher à ce moment-là. La crise des opioïdes au Canada a causé plus de décès depuis 2016. Alors, je vais vous poser la question. Plus de 10 000 décès? Est-ce que c'est plus de 20 000 décès? Est-ce que c'est plus de 35 000 décès? Ou est-ce que c'est plus que 55 000 décès? Je vais entendre votre réponse quelques secondes. Non, oui, non. 35 000? OK. 35 000. On va attendre quelques autres réponses. 55. Oh, OK. Oui. OK. Alors, j'ai eu des 35 000 et des 55 000. J'ai eu un 50. Effectivement, voyez là, c'est 55 000. C'est exactement ça. C'est 55 000 décès depuis, plus de 55 000 d'ailleurs depuis 2016. C'est énorme. Les opioïdes, bon, toujours sur les opioïdes, depuis 2016, comme on vient de voir, plus de 55 000 personnes ont décédé des suites d'une surdose présumée. Ça veut dire qu'on va parler tantôt des surdoses accidentelles. On va vous expliquer ce qu'on veut dire. Et 51 000 autres ont été hospitalisés pour cause de surdose. On n'en sont pas morts, mais ils ont été hospitalisés. Et on parlait qu'ils peuvent avoir très bien eu une lésion cérébrale et on a vu tout ce que ça peut concerner. 2 mg de fentanyl pur suffisent à tuer un adulte de corpulence moyenne. La majorité des surdoses et des diagnostics de lésions cérébrales sont liés au fentanyl. De plus en plus, on voit ça lorsqu'ils font les autopsies, les médecins légistes fournissent des données aux différentes santé publiques des différentes provinces et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Lorsque les opioïdes, le fentanyl, d'autres opioïdes peuvent se retrouver sur le marché noir de 3 façons différentes. Donc, on se demande d'où ils viennent tous ces fameux sur le marché. Et premièrement, c'est importé d'autres pays. Plusieurs sont produits illégalement. Puis souvent, plusieurs sont volés dans des établissements médicaux et redistribués. Donc, ce sont les sources de ceux qui ne sont pas du marché illicite qu'on appelle, ce sont les sources exactement. On continue. Quel pourcentage, on arrive justement, je vous ai parlé tantôt des surdoses accidentelles, on va vous en parler. Quel est le pourcentage, je pensais, de surdoses opioïdes qui sont accidentelles? Ça veut dire, la personne a consommé, mais son objectif n'était pas d'avoir une surdose. Donc, est-ce que c'est 20 42 57 ou 96 Donc, ses intentions étaient vraiment de juste d'avoir un high. C'est juste ça qu'elle voulait. Dans vos réponses. 57, OK. Continue. 96. 57. OK.
Vous êtes bon, 96. Alors, la réponse est 96 Alors, 96 des gens qui consomment des surdoses, qui font une surdose, qui consomment des opioïdes, excusez, qui font une surdose, n'ont jamais pensé qu'il y aurait ferait une surdose. Donc, 96 c'est ce qu'on appelle une surdose accidentelle. C'est pas quelqu'un qui a consommé dans le but d'en finir. Si vous voulez ça en termes plus directs ou plus rudes. Alors, les personnes, ils ont consommé une quantité qui était supérieure à celle prévue. Ils ont consommé d'une substance sans s'en rendre compte qui était non réglementée, donc elle contenait du fentanyl ou d'autres formes de substances. Puis, il y a un mélange de deux substances sans connaître d'où ils proviennent, puis ils ne savaient pas les effets que ça pouvait produire. Donc, ils savaient peut-être que la substance avait été mixée à autre chose, mais ils ne savaient pas que ça pouvait causer ces effets-là. Tu sais, quand on ne sait pas quelque chose, c'est ça qui arrive. Donc, les signes de surdose. Ce qui est important, on va le répéter et répéter, c'est de donner et d'informer tout le monde, pas juste les jeunes, comment on peut savoir si la personne fait une surdose. C'est des signes assez simples. Donc, on va voir que ses lèvres ou ses ongles sont décolorés et la peau va être pâle et moite. Et c'est ça. La décoloration aussi peut changer selon le teint de la personne. Quelqu'un comme moi, c'est très pâle, très pâle. Ça fait que ça va. Mais selon la décoloration, il faut pas dès qu'on voit qu'il y a une décoloration, on dit alerte. Peau pâle et moi, des étourdissements, de la confusion, difficulté à marcher, à parler, à rester éveillé. Il y a somnolence extrême. Elle se recouche sur elle-même, on essaie de la réveiller, elle est évanouie. On entend un son, l'étouffement, le gargouillement, le ronflement, exactement comme si elle ronflerait. Une absence de réaction. On va excuser, mais on la frappe pas fort. Hein? Des fois, il faut frapper fort. Il n'y a rien, personne ne répond. Il n'y a pas de numéro au service. Il n'y a pas de service au numéro composé. La respiration est très lente, irrégulière, interrompue. L'absence de rythme cardiaque, ou le ralentissement, on prend le pouls, c'est tellement lent qu'on a la misère à le sentir. Surdose. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va aller poser une petite question. Quel produit qui est sur le marché, qui est disponible au Canada, qui peut temporairement, je dis bien temporairement, inverser les effets d'une surdose opioïde? Est-ce que c'est l'adrénaline, l'épinéphrine, la naloxone ou aucune de ces réponses? On va entendre encore votre réponse ou ce que vous pensez et on va naloxone, naloxone, naloxone. C'est bon de voir vos réponses parce que, effectivement, c'est le naloxone. Quand on posait ces questions-là, il y a 7-8 ans, on n'avait pas ces mêmes réactions-là et c'est encourageant. Qu'est-ce que c'est le naloxone? Premièrement, c'est disponible en vaporisateur nasal ou en injection. Plus souvent, on le trouve en vaporisateur nasal, mais en tout cas, ça, c'est à voir. Chaque province, chaque région va avoir les différents inventaires. Plusieurs doses doivent être administrées à une personne, très important. Ça neutralise temporairement les effets de la surdose, en 2 à 5 minutes. Les effets vont durer 20 à 90 minutes. Les effets des opioïdes durent plus longtemps, par exemple. Donc, certaines provinces aussi vont les offrir la naloxone gratuite à emporter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent répéter. Donc, plusieurs doses vont être administrées à la personne. C'est important. Et lorsque la personne va se réveiller, on espère en tout cas, c'est important d'avoir appelé le 911 la première chose à faire. On continue. Si vous soupçonnez un surdosage, que je viens de vous dire un petit peu, c'est première chose, reconnaître les signes, les apprendre à votre jeune. Restez sur place, n'ayez pas peur des conséquences, apportez votre aide. C'est sûr que c'est épeurant. Moi, j'ai été témoin d'une surdose. C'est très épeurant. C'est très épeurant. C'était pas quelqu'un proche de moi. C'était une place publique, dans un métro, dans un épicier. Hein? Et là, le monde capotait, mais c'était épeurant. J'ai resté avec la personne jusqu'à temps que l'urgence arrive. Et j'ai parlé à mes neveux et nièces après. Appelez le 911 ou le numéro d'urgence locale, puis administrez la naloxone si vous en avez. Si vous n'en avez pas, attendez que c'est sur le 911, mais c'est la première chose à faire, là, tout en demandant à une personne, appelle le 911. Puis dites à le 911, c'est un cas de surdose, donc ils vont arriver équipés avec ce qu'il faut.
Puis, une chose importante, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que si on signale la surdose, l'overdose, comme certains disent en bon québécois, le 911, est-ce que la personne qui est victime de la surdose va être poursuivie pour possession simple d'une substance contrôlée? Je vais vous demander cette petite question-là. On achète dans les questions, pourtant, c'est vrai ou faux? Est-ce qu'elle va être poursuivie? Est-ce qu'il y a un risque de poursuite? Faux. OK. Faux. Faux. Effectivement, c'est faux. Il n'y a pas de. Et pourquoi? On va vous parler de la loi du bon samaritain. La loi sur les bons samaritains, ça secourt les victimes de surdose. Ça veut dire que ça offre, on s'entend, une certaine protection aux juridiques, personnes qui sollicitent de l'aide en cas de sa possession simple. Non, dans le cas de possession simple, non-respect de conditions. La personne était sous liberté provisoire, ordonnance de probation, libération continuelle, ordonnance de sursis. Cependant, la loi ne prévoit pas de protection juridique contre les infractions plus graves. Bon, pour voir, là, vous pourrez vous informer un petit peu plus à ce sujet. Mais tout ça, c'est important de dire parce que les gens, souvent, pas qu'ils se couraient pas, mais quittaient les lieux. Puis des fois, c'était la personne qui était la plus apte à savoir quoi faire. Souvent, c'était un autre usager. Il savait quoi faire, il l'avait déjà vu, mais il a quitté parce qu'il avait trop peur. Donc, c'est un cas de sauver la vie des gens. Alors, une telle décision, même si ça demande beaucoup de courage, peut sauver la vie de la personne qui fait une surdose. On continue. Donc, on vous a parlé, avant de continuer, on vous a parlé tout le long de l'atelier où je bafouille aujourd'hui, je m'excuse vraiment. On a différents outils que vous allez trouver sur notre site web. Un outil qui s'appelle Vraie Discussion, c'est des modules d'apprentissage interactifs. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où vous avez différents sujets que je vais vous présenter et qui vous permettent d'essayer des conversations que vous pourriez avoir avec vos jeunes. Donc, vous allez, admettons que vous avez réalisé que votre jeune vit beaucoup de pression, il s'en va à une fête, puis il vit la pression des fêtes. Vous allez choisir cette conversation-là. Là, on va vous dire comment amorcer la conversation. Vous allez avoir 4 choix, vous allez choisir 4 choix, un des 4 choix, et on va vous dire si vous avez pris le bon choix. Donc, ces modules sont faits pour vous pratiquer. C'est flexible. Vous pouvez les explorer à votre rythme, où vous êtes. C'est 8 scénarios très réalistes sur la consommation et les jeunes sous des thèmes. Les thèmes sont, exemple, du matériel de cannabis en chambre de votre ado. L'ado est dans une voiture avec le conducteur et le facteur public. Il y a la pression des fêtes, des pères, des amis lors d'une fête. OK? Et vous voyez, vous ne devriez pas voir ça, mais vous avez vu par hasard sur le téléphone de votre jeune qu'il y a des textos au sujet de pilules. Donc, là, si vous allez aller sur Vraie Discussion, vous allez pouvoir vous pratiquer. Ça peut finir plus vite que penser, mais vous allez voir, puis ça va toujours vous donner des conseils et des conseils, mais surtout des sujets, des pistes de solutions pour votre conversation. Vous allez avoir aussi, des conseils sont toujours factuels. Les autres thèmes, l'ado est devenu colérique et renfermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre ado vapote, le vapotage. Oui, le mélange de substances, alcool, cannabis, alcool, amphétamine. Des médicaments pour étudier, les stimulants et la pression sociale. Ces 8 thèmes qui sont des thèmes très en demande que je vous invite à aller quand vous voudrez, mais qui vont vous aider à amorcer vos conversations avec vos jeunes. Parce qu'on a eu beau tout vous dire, ou essayer de tout vous dire sur les opioïdes, sur les stimulants, tout ça. Tout ça devrait être en mesure de vous amener à avoir. C'est des sujets pas faciles à aborder et on vous le conseille. Cependant, c'est des sujets qui sont essentiels à aborder. Le spectre, je vais vous parler un petit peu du spectre de la consommation de substances. Il y a un spectre qui a été établi pour voir comment ça se déroule exactement quand quelqu'un commence à consommer. Steve, on continue? Bon, OK. Ça a été établi par Santé Canada en 2022 et ça va vous allez voir, ça va de la non-consommation. Non-consommation, la personne ne consomme pas, ça signifie qu'elle évite toute consommation de substances. C'est l'abstinence, c'est son choix personnel ou elle n'a jamais consommé. Consommation qui est bénéfique, ça veut dire que tu peux avoir des effets, tu te sens bien,
tu es plus social, si tu n'as pas de problème de santé, tu sens même que tu respires mieux. Consommation à moindre risque. Donc, il n'y a pas trop de conséquences à ce moment-là. Tu as des effets qui sont minimes sur ta personne. Ça veut dire ça n'affecte pas réellement. Ça continue à être assez. Tu as des fois des petits troubles, mais rien de sérieux. C'est contrôlable. Tu es en contrôle de la situation. En tout cas, à ce moment-là, tu l'as encore. Là, tu as une consommation à risque élevé. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta consommation commence à avoir des effets nuisibles, OK, sur ta santé, sur tes relations, et c'est néfaste sur tes relations avec tes amis, mais je t'annonce que tu continues à consommer. Et là, si on en vient à ce qu'on appelle le trouble d'utilisation de substances, qui est la dépendance. La dépendance, c'est une condition médicale qui est traitable, qui affecte le cerveau, qui implique que même si tu sais que c'est néfaste pour toi, tu le sais, là, tu l'as vu, les effets, tu as perdu ta job, Jean ne te parle plus, ton meilleur ami de famille, mais tu continues à consommer. Puis tu te dis, voyons, je suis une personne intelligente. Non, non, regarde, ben, c'est la dépendance, une condition médicale qui affecte le cerveau, ça a été reconnu par l'OMS, et qui fait que malgré les effets néfastes, une personne, sa famille, tu continues à consommer. Puis la personne peut passer d'une étape à l'autre au fil du temps, mais c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure. Tantôt, je vous ai parlé, je vais juste arrêter là 2 secondes. Qu'est-ce que c'est la consommation? On veut préserver nos jeunes à l'abri de la consommation problématique de substances. C'est quand mon ordinateur ne gèle pas, je commence à parler de ça en premier. Qu'est-ce que c'est la consommation problématique? Tu commences à consommer et tout ce que tes effets, là, tes avantages que tu avais, je vais en parler en 2 minutes ici, tous tes avantages que tu avais, tout à coup, sont devenus des désavantages. OK? C'est problématique. Mais tu continues à consommer. C'est ça qu'on veut préserver nos jeunes. On ne veut pas leur dire c'est interdit. Nous autres, la substance, là, on n'a aucun jugement. On n'a aucun. On n'a pas à dire quoi faire à personne. On donne de l'information. Les parents sont là. Vous avez chacun vos valeurs personnelles. Et ça, pour nous, c'est très important. Maintenant, il y a des signes qui ne mentent pas sur la consommation de substances négatives. Les signes physiques sont la tolérance. OK? Donc, plus tu en consommes de plus en plus, mais tu n'en as pas assez. Tu développes une tolérance à ta consommation. Continue. Les envies, tu as le goût de consommer. Tu es au bureau, là, tu sais qu'il ne faut pas que tu consommes à l'heure du dîner, mais ça plus fort que toi. Tu es en manque, tu vas aller consommer. Ta santé, ton foie, ta palpitation cardiaque, tout ce qui était quand même, tu es en bonne santé, tu commences à développer des problèmes de santé. Tu as une surconsommation, tu es souvent en état d'ivresse, OK? Ou de high, tu dis des choses et tout à coup, si tu as une surconsommation, ça dépend des substances que tu as mélangées, ou tu vis une surdose, comme on a parlé tantôt. Ça, c'est des signes physiques, mais ce n'est pas les seuls signes physiques, les seuls signes apparents. Les signes de consommation comportementaux. Tu t'isoles, t'évites. C'est sûr, t'évites parce que tu te fais poser des questions. Tu ne veux pas te faire poser des questions. Hein? Et tu mens. Tu mens. Tu n'es pas une personne qui n'a jamais menti dans ta vie, tu commences à mentir pour toutes sortes de raisons. Ah, j'ai pas été travailler, c'est parce que j'étais malade. Non, 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 non. Tu développes des dettes. Tu es dans une situation financière souvent précaire. Ça coûte cher à consommer. Très cher. Surtout de nos jours. Tu enfreins les règles. Tu es au bar, puis tu dis, je suis correct, voilà. Tant ou son temps, tu n'as pas un accrochage ou tu ne tues pas quelqu'un. Enfin, les règles, tu n'aurais jamais fait ça. Ce n'est pas dans ta nature, normalement. Performance en baisse à l'école, au cégep, à l'université, au travail, dans ton couple. Performance, je parle, là. Les notes, les relations. Hein? C'est plus bon comme c'était. Problème d'apprentissage. Tu as de la misère à apprendre des nouvelles choses. Tu es au travail, on t'explique un nouveau logiciel, il n'y a rien qui rentre. Pourtant, tu étais brillant, tu es un gars technique. Le stress, tu développes des paniques. Hein? La dépression. Pourtant, hey, moi, je buvais, j'étais cool. L'alcool, je vous annonce que c'est un dépressif. Donc, hein? Et toutes sortes d'autres conséquences. Des pensées intrusives, noires ou inconnues. Pensées intrusives, qu'est-ce que je veux dire par ça? Hein, qu'est-ce que je vaux sur la terre? Qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps. On regarde les taux de suicide chez les jeunes hommes. Hein? Je déçois tout le monde. C'est ça, des pensées intrusives. Hallucination. Tu vois des petites bébites se promener, là.
Mon collègue parle toujours de son, de son chien. Moi, quand j'étais très, très jeune, le pot était très à la mode et on avait un petit peu de pot chez moi, là. Et oui, et oui. Et moi, j'ai toujours eu des siamois. Toujours eu des siamois. Donc, moi, c'est pas. Et tout à coup, mon siamois s'est mis sur le dos et il voulait avancer sur le dos. Et il pleurait. Un siamois qui pleure, là, ça pleure très fort. Mon siamois avait mangé un peu de cannabis. Donc, là, c'était, nous autres, on riait, on pleurait, mais à la fin, là, c'était tellement triste. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire? Tantôt, on va en parler. Ne rien, laisser rien traîner. Donc, les risques liés à la consommation de substances. Quels sont les risques? Et là, on va parler surtout, on va parler surtout dans le contexte d'opioïdes, surtout, mais plusieurs de ça. Quand on parle de réduire les risques, on veut parler de facteurs de protection. Ça, c'est la mission qu'on a chez Substance, de dire, on ne peut pas dire aux jeunes, plus personne, mais on veut essayer qu'il y ait de moins d'effets négatifs et de conséquences qui vont affecter l'avenir des jeunes. Donc, n'utilisez les opioïdes que conformément à la prescription, aux instructions. Rapporter les médicaments utilisés à une pharmacie, très important. N'utilisez que les substances provenant de sources fiables. Mon meilleur chum, il a dit, ah, c'est bon, non, c'est pas une source fiable, ça, je vais vous l'annoncer. Il ne sait pas d'où ça vient, sa substance. Procurez-vous un kit de naloxone dans une pharmacie. Il y a beaucoup de gens, surtout il y a une couple d'années plus, qui disaient, ah, moi, j'en veux pas, parce que quand les gens vont voir ça, ils vont penser, comme dit Steve souvent, que j'encourage ça. Moi, je dis à chaque parent, à chaque famille, trousse de naloxone, s'il vous plaît, dans votre trousse de premiers soins. De la même manière, vous allez garder, je ne sais pas moi, des diations. De la même manière, c'est un must. Évitez de mélanger les opioïdes avec de l'alcool, des médicaments et d'autres drogues. Très important. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est les effets. On ne connaît pas encore. Même, il y en a plusieurs qu'on ne sait même pas encore. Il y a des recherches qui sont faites, mais on n'a même pas encore tous les résultats. Désigner un conducteur sobre. Ils ont désigné un conducteur sobre. Les autres moyens, c'est appeler Uber, appeler un taxi. Mais moi, ce que j'ai ajouté, c'est ayez un plan B. Le plan B, là, pour les jeunes, c'est maman, papa, je suis dans la merde. T'sais? Puis papa, maman va venir n'importe quand, ce soir, pour ce soir. Il va venir chercher, puis il n'y aura pas de réprimande. Parce que papa, maman, ma tante, elle tient à toi puis elle t'aime. Ça, tu dis ça à ton jeune d'avance. Je veux pas que tu évites de m'appeler parce que tu penses que. OK? Ce soir-là, là, je te promets qu'il n'y aura pas de réprimande. On en parlera plus tard. On parlera des choses positives, mais je tiens à toi. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Évitez, j'ai tout croche quand je parle de ça. Évitez la consommation de substances si vous êtes enceinte, bien sûr, si vous avez des antécédents de troubles psychologiques ou de troubles liés à l'usage de substances. Là, quand on parle de troubles psychologiques, on n'est pas des fous dans ma famille. Non, mais on peut avoir des antécédents qui sont faciles à repérer. Tu sais, il y a quelqu'un qui fait facilement des crises de panique. Tu sais, on n'est pas tenus dans le même terrain. Moi, j'ai une psychologue qui me disait toujours, Nicole, on n'est pas tenus tous dans le même jardin. Il y en a qui n'ont pas d'épines, puis il y en a qui ont beaucoup d'épines. Sois bonne envers toi. Moi, ça a été le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné dans ma vie. Donc, si dans notre famille, puis ça, je dis ça aux parents pour arrêter de vous sentir coupable. J'arrive toujours à ça vers la fin de arrêtez de vous sentir. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes responsable de votre jeune présentement, de lui donner toute l'information que vous pouvez, puis de l'aider. Mais ce qu'il va en faire, puis ce qu'il va dire à ce sujet, vous n'en êtes pas responsable. Il va faire des choix qui, malheureusement, vont être heureux, malheureux, puis des fois vont être beaucoup plus heureux qu'on pense. Donc, arrêtez de vous sentir coupable, puis arrêtez d'accepter la stigmatisation des autres. Chacun a dans sa famille ou dans ses amis des cas, puis ils n'ont pas à vous juger. Ça, c'est très important. Mettez vos limites dès le début. À consommer dans un endroit sécuritaire, on le sait qu'il y a des endroits pour ça, en présence de personnes que vous connaissez, fiables, puis si nécessaire, consulter un médecin, même si vous administrez de la naloxone. Ça veut dire que vous êtes là, il faut que la personne voie un médecin, s'en aille à l'urgence ou un professionnel de la santé qui serait sur place, très important. Alors, c'est à peu près l'ensemble de notre conversation aujourd'hui. Je vais revenir avec certaines choses que j'aimerais vous dire, que j'ai malheureusement au début pas pu vous dire parce que mon ordi était gelé. Donc, pour favoriser le dialogue avec la famille, c'est ça qu'on vous encourage.
On vous encourage de mettre les enjeux puis les sujets liés à la consommation de substances auprès de donner des informations qui sont pertinentes. Moi, je dis toujours, quand vous parlez à vos jeunes, ayez une conversation qui est adaptée à l'âge de vos jeunes et à la substance dont on parle. Lorsqu'on parle, entre autres, d'opioïdes, c'est sûr que les risques sont très élevés. Fait que la permissivité, moindre, mais c'est à vous d'établir juste comment vous leur parlez. Fournir de l'information sur les diverses substances. On a une ressource sur notre site web qui s'appelle Clip 40, qui est un service de soutien parental auquel vous pouvez avoir accès autant par clavardage ou par téléphone. Ils vont vous donner des conseils, puis vous allez même pouvoir avoir une consultation avec un professionnel privé, jusqu'à 5 consultations. Si votre jeune fait face à des enjeux, a déjà commencé à consommer, fait face à des enjeux de santé mentale ou de consommation, je vous en supplie, allez là. Nous allons avoir une autre, lorsqu'on parlait, on a moins parlé de tout l'aspect des conversations puis des facteurs de protection. En septembre, on va avoir un webinaire justement sur le retour en classe, mais sur toutes les situations de stress, d'anxiété, d'angoisse, de peur des jeunes. Et on va vous parler plus des facteurs de protection et des conseils pour les jeunes. Et en novembre, on va avoir un super webinaire sur les conversations qui touchent des sujets plus complexes à parler avec vos jeunes. C'est après ça. On va aussi vous demander, on a un petit code QR ici que vous pourrez avoir. On vous demande de remplir l'enquête post-atelier. Vous pourrez dire, Madame Levert a fouillé pendant le premier 10 minutes ou 8 minutes, donnez-moi un break, parce que son ordinateur portable avait gelé. Mais c'est pas grave. Le message qu'on veut vous passer, c'est que oui, les opioïdes sont là pour rester, malheureusement. Oui, les opioïdes servent à bon escient pour la santé, la médecine et tout ça, mais aussi sont une menace pour nos jeunes. Donc, soyons informés, soyons intelligents, soyons des parents responsables et des adultes aussi responsables, que ce soit grand-maman, que ce soit ma tante, que ce soit mon oncle. Quand vous avez des jeunes dans votre vie, on a maintenant une responsabilité, selon moi, en tant que société, à voir cette prochaine génération grandir. Alors, je m'appelle Nicole Levesque. Au nom de toute l'équipe de Substance, je vous remercie. On va rester quand même avec vous. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre du meilleur de nos connaissances. Je vous remercie énormément de votre tolérance. C'est bon de vous voir. Puis je veux aussi vous dire qu'on va envoyer par la suite demain le lien pour ceux qui auront manqué le webinaire, qui pourront l'écouter en rediffusion. Et on va vous envoyer un petit dépliant qui s'appelle Coup d'œil sur les substances, sur les opioïdes. Je voudrais le savoir, c'est moi qui l'ai traduit. Et vous allez pouvoir avoir ça avec le lien. Le lien, tout ça, envoyez ça à vos meilleurs amis. Hein? Puis soyez avec nous au mois de septembre. Vous allez voir, mon ordinateur, je vais le repos, je vais l'avoir changé. Je vous remercie beaucoup de votre tolérance. Je vous souhaite une belle journée puis une bonne rentrée scolaire si c'est votre cas pour vous. Merci.